Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 54e épisode des Rencontres de Training You. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce format, Training You invite chaque semaine un professionnel ou une entreprise des secteurs du conseil en stratégie ou de la corporate finance pour décrypter un peu cet univers ou pour effectuer une étude de cas comme c'est le cas aujourd'hui. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui une nouvelle fois Feriel Ferhat qui est ex-consultante au BCG et qui corrigera en live une étude de cas à profitabilité qui est déjà tombée en entretien. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, TrainingView est une plateforme de préparation aux entretiens en conseil en stratégie en corporate finance qui a été créée par deux anciens de Lazare, Guillaume Pommier et Young Gohan, qui ont remarqué ce décalage entre les cours à l'école et les exigences très techniques et très pratiques d'un process de recrutement en conseil de stratégie ou en corporate finance. Et du coup, notre mission chez Training You n'est pas de remplacer vos cours à l'école, mais d'apporter un complément afin que vous puissiez réussir vos entretiens et vos processus aussi. Depuis 2019, Training You a formé plus de 6000 étudiants. La plupart de nos étudiants ont suivi nos packs, nos formations en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons aussi des partenariats avec des associations, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises, soit en stage, soit en CDI. Et sur cette slide-là, vous trouvez des exemples d'entreprises où nos anciens ont trouvé leur stage au CDI. Voilà pour la présentation. J'aimerais rappeler qu'il s'agit d'une session interactive. L'objectif est que vous participiez et que vous challengez vos réponses avec celles de Feriel. Du coup, n'hésitez pas à participer, soit en levant la main, à ce moment-là, je vous donnerai automatiquement la parole, soit sur le chat et je relirai vos questions ou réponses. Voilà. Je te laisse la main, Feriel, pour débuter le Bonjour. cas. Merci Ziad, bonjour à tous. Ravie de faire cette nouvelle étude de cas avec vous tous. Et comme l'a dit Ziad, je le répète, hein, n'hésitez pas à participer. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un cas dynamique et interactif. Donc le cas d'aujourd'hui est un cas profitabilité. Je vais tout de suite passer à l'énoncé du cas qui s'appelle Terre en Jamaïque. Le client est un investisseur qui veut donc acheter une terre en Jamaïque qui coûte 3 000 $ et aimerait donc savoir si c'est une bonne idée. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est un énoncé de cas très court. La reformulation va être tout aussi courte et on peut passer assez rapidement en fait dans ces contextes-là aux questions clarificatrices. Mais n'oubliez pas de reformuler, c'est quand même important, quand bien même c'est un cas aussi court. Donc, concernant les questions clarificatrices, est-ce que, au regard du cas très court et du très peu enfin, du niveau d'information qui est très faible dans cet énoncé, il faudra en poser. C'est très difficile de se lancer sinon dans le cas sans aucune question. Et dans tous les cas, la best practice est toujours d'en poser. Donc, encore plus dans un cas comme celui-ci. Est-ce que vous avez des idées de questions que vous aimeriez poser pour clarifier quelques éléments du cas qui vont ensuite vous servir à la fois pour la structuration de la réponse à la problématique, mais aussi pour des éléments de réponse potentiels. Euh, j'ai une première question. Qu'est-ce qu'il entend par une bonne idée? Et quel est Alors, l'objectif de cet investissement? ouais. Et ben, je pense que ça se relie parce que est-ce que c'est une bonne idée? Généralement, c'est est-ce que c'est une bonne idée à quel niveau? Et donc, un des niveaux, c'est en effet l'objectif. C'est au regard de l'objectif que l'on recherche, c'est de cette façon de réfléchir qu'on va pouvoir se poser la question de la bonne idée ou pas de l'achat de cette terre. Donc, en fait, plutôt que de poser la question qu'est-ce qu'il entend, je pense, par une bonne idée, je pense qu'il faut le tourner un peu différemment en vous disant bah, quel est son objectif et ça, vous supposerez ainsi si oui ou non c'est une bonne idée, puisque si on atteint son objectif, c'est que c'est une bonne idée a priori. Donc, l'objectif de l'investissement, ça, c'est intéressant, c'est une question pertinente. Et donc, oui, on a un objectif qui est financier, puisqu'il souhaiterait faire un profit de 4 500 $ sur les 2 premières années, ce qui représente en fait une plus-value de 1 500 $ par rapport à son investissement. Donc ça, enfin, c'est son objectif principal financier. Donc, comment l'atteindre, c'est une autre question, mais donc est-ce que c'est une bonne idée? Et c'est tout l'objet du cas, hein.
Est-ce qu'il pourra atteindre cet objectif-là? J'ai eu mal le fait. Oui. Bah, ouais, tu peux parler normalement. Ouais, sur les questions clarificatrices, moi j'avais noté comprendre la typologie de l'investisseur. Et la deuxième question, c'était de savoir si c'était la première fois qu'il comptait investir dans le pays ou non. Alors, pourquoi tu penses que la typologie de l'investisseur peut être une question pertinente pour ce cas? Bon, bah, enfin, comme en fait, c'était une question que j'avais écrite après avoir posé la question de l'objectif, mais tu y as Voilà, en c'est disant qu'il ça. y avait un Ouais. objectif financier. Mais je me dis que c'est peut-être pas forcément les mêmes intérêts si c'est un corporate ou un fonds ou une personne physique. Et c'est Voilà. tout à fait ça, c'est la bonne réponse, c'est parce que justement, c'est au regard de l'objectif. Et donc là, on va pas te donner la réponse de la typologie d'investisseur, mais en effet, c'est derrière quel est son objectif en tant qu'investisseur. Et t'aurais pu, en effet, en ayant, bah, si c'est un corporate, te dire, bah, en fait, un objectif de retour sur investissement très rapide. Si c'est un particulier qui veut faire des cultures sur le long terme, bah, l'objectif sera sur 5 ans, 10 ans. Donc, c'est une bonne question. Et derrière, en fait, en répondant à l'objectif, tu peux aussi te dire, bah, peu importe la typologie in fine. Ce qui t'importe vraiment, c'est de savoir son objectif. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même un retour sur investissement sur 2 ans de 4 500 € en termes de profit. Et ta deuxième question, pardon, j'ai oublié. La deuxième question, c'est est-ce que c'est la première fois qu'il investit Ah dans ce oui. pays-là? Et donc, du coup, ça pourrait lever tout un nombre de questions réglementaires, marché, etc. Alors, il peut regarder les questions dans tous les cas réglementaires parce que sur cette partie terre, oui, c'est une première fois. Après, c'est pas un sujet potentiellement pour le cas parce qu'on suppose qu'en fait, il peut cultiver des terres en Jamaïque. Il n'y a pas de problématique. Après, en effet, il peut y avoir des bénéfices financiers, des subventions, etc. à prendre en considération en fonction des types de terres qu'il peut cultiver. Mais c'est pas. Mais donc, ce qui est important, je pense que sur tes questions qui sont intéressantes, quand tu les poses, en cas, c'est aussi intéressant de savoir aussi qu'est-ce que tu as derrière la tête. Parce que là, la question qui est de demander juste quel est l'objectif, on comprend tout de suite ce que tu as derrière la tête. On comprend que toi, ton but, c'est de savoir si c'est une bonne idée ou pas à travers l'objectif. Si tu dis juste c'est quoi la typologie ou est-ce que c'est la première fois, on ne comprend pas forcément ce que tu as derrière la tête et comment tu comptes résoudre le cas en ayant des réponses à ces questions-là. Mais c'est des questions pertinentes, hein. Ok, ça marche. Merci, c'est très clair. J'ai une autre question sur le chat. Pourquoi avoir choisi ces terres en particulier en Jamaïque? Alors, bah justement, c'est une autre bonne question. Les terres vont permettre en fait de cultiver différents types de cultures, notamment des cultures d'arbres, de buissons, de fruits et de fleurs exotiques. Et le but ensuite, c'est de les vendre sur le marché. Donc, c'est pour cette raison que l'investisseur a choisi cette terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai eu mal levé. Oui, c'était pour savoir si on avait une idée un peu de s'il y avait déjà d'autres investisseurs en Jamaïque qui avaient déjà procédé à un investissement et du coup qui seraient des potentiels concurrents sur ce marché des fruits et fleurs exotiques. Alors, on n'a pas la réponse à cette question. On sait que oui, il y a un marché qui existe déjà sur ces produits-là, qu'il y a aussi une demande, puisque la demande n'est pas à 100% honorée. Donc, il y a encore des choses à faire, quand bien même il y a aujourd'hui déjà des concurrents installés sur ce marché de culture, de terre, etc., et qui les revendent. On sait juste que c'est un marché où il y a encore un white space, il y a des choses à faire. Donc, que notre investisseur, sur cette partie-là, peut l'entrer. Est-ce que on n'a pas d'autres questions, hein, Ziad? Pas pour l'instant. J'ai pas d'autres Ok. questions. Bah, je pense qu'on a quand même plutôt bien avancé. Je crois qu'on avait deux autres questions qui n'ont pas été soulevées, qui peuvent être pertinentes. La première sur la fréquence de culture des terres et des produits. On a considéré que c'était une fois par an pour simplifier, entre la phase vraiment de culture, récolte, puis vente. Et donc ça, c'est important parce que ça va vous permettre de savoir la rotation. Une fois quand vous ferez vos calculs de financiers, d'intérêt financier, vous allez pouvoir ajouter cette dimension-là.
Si vous ne l'avez pas posé en question clarificatrice, c'est pas très grave. En revanche, il faut bien y penser lors de la résolution du cas, notamment la résolution numérique du cas. C'est le même, si je prends des parallèles, si on parle des renouvellements, par exemple, de produits ménagers, par exemple une télévision, enfin n'importe quel consommateur qui achète des produits, c'est un élément qu'on doit prendre en compte sur 10 ans. On peut supposer qu'il renouvelle 2 fois, par exemple, sa télévision. Ça peut être ce genre de considération à avoir en tête. Et là, en l'occurrence, on se dit juste que sur 1 an, il va cultiver 1 fois, donc il va vendre 1 fois. L'autre question qui n'a pas aussi été abordée, qu'on peut préciser ici et de même, si vous ne l'avez pas posée, ce n'est pas grave, mais en revanche, c'est une question que vous aurez par la suite pour creuser davantage le cas et pour pouvoir aussi répondre à la question numérique, c'est la surface, puisque ça va être important de considérer la surface pour des considérations aussi de culture et de nombre de cultures qu'on peut avoir, et en sachant que ça va différer en fonction du type de culture. Une culture d'arbre, de buisson n'est pas la même qu'une culture de fruits, etc. Et donc la surface qu'elle va nécessiter pour un certain rendement n'est pas la même. Donc ça aussi, c'est une des dimensions pertinentes pour ce genre de cas où on parle de la terre. Donc là, en l'occurrence, on dit qu'il y a 10 hectares de terre que le client aimerait, que l'investisseur aimerait acheter. Et en plus de ça, on sait que si vous avez posé la question, un agriculteur va être recruté pour développer ses terres. Ça, c'est pertinent pour la partie coût fixe, puisque évidemment, il y aura une analyse des coûts. Et donc là, vous pouvez préempter aussi la partie salaire en posant de front la question. Ce n'est pas une question obligatoire, clairement, mais ça montre aussi que vous avez compris aussi vraiment le contexte du cas qui est celui d'une terre qu'on va cultiver. Et enfin, la dernière question qui aurait pu être la première, hein, parce que c'est la plus importante, je pense, pour pouvoir répondre à la problématique de est-ce que c'est une bonne idée, c'est le profit que cherche à faire l'investisseur à travers cet investissement. Et donc, qui a déjà été posé. Voilà. Et vous avez posé une question sur le marché, la concurrence et aussi des questions pertinentes qui peuvent clairement être posées aussi en question clarificatrice. Nous, on les a abordées par la suite, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser dès maintenant. Et en termes de nombre de questions, voilà, 3, 4 questions, c'est largement suffisant pour des questions clarificatrices. Et pour ce genre de d'énoncé très, très simple et très court, on peut aller sur 4 questions, hein. J'ai une question sur le chat qui dit pourquoi faut-il poser la question par rapport à la taille de la terre et la culture ici et pas dans la partie calcul ensuite. On peut la poser dans la partie calcul, ouais. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je disais qu'en fait, les questions 2 et 3, pour moi, c'est des questions intéressantes que vous pouvez poser dès maintenant si en fait vous êtes assez familier avec la culture de la terre ou avec des rendements sur la partie vraiment plus financière et comment vous allez arriver à votre calcul. Vous pouvez les poser dès maintenant. Mais je ressouligne le fait que ce n'est pas du tout des questions obligatoires à ce stade et que c'est tout à fait accepté de les poser au moment du calcul de la partie numérique. En revanche, la question de l'objectif, le type de culture, et encore, le type de culture, c'est encore à questionner, mais c'est quand même on parle du produit et ça permet vraiment d'entrer dans le sujet plus facilement par la suite. La partie concurrence aussi, je pense qu'on aurait pu l'aborder aussi ici dès maintenant. C'est des questions assez classiques qu'on peut aborder tout de suite, ouais. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, est-ce que quelqu'un peut proposer une structure. Je peux vous laisser un peu de temps, mais si vous voulez réfléchir à une structure de cas pour aborder la réponse à cette question, est-ce que c'est une bonne idée? Et surtout, est-ce que, à différents niveaux, hein, il y a évidemment atteindre l'objectif financier, mais il y a d'autres paramètres à prendre en considération pour déterminer si oui ou non on arrivera à atteindre cet objectif-là. Donc, on peut se laisser un petit peu de temps pour que vous réfléchissiez à une structure. On a des propositions ou pas?
Toujours pas pour l'instant. Non. Nous, on a réfléchi à une structure assez simple en soi qui, à la fois, permet de répondre au cas et en même temps de prendre en considération vraiment toutes les dimensions. Je crois qu'on a une main levée. Normalement, Mathieu, tu peux parler. Ouais, merci. Donc moi j'aurais peut-être eu une approche d'abord calcul de la profitabilité avec grand 1, quel est le revenu qu'on peut espérer générer avec cette terre. Donc essayer de sizer en fait le revenu à partir de à la fois la surface qu'on a mais aussi la fréquence de culture qu'on peut avoir pour essayer de comprendre voilà combien est-ce qu'on peut produire de fruits ou de fleurs, etc. Combien est-ce que ça peut se vendre. Puis ensuite faire une analyse des coûts. Est-ce qu'on a besoin d'employer quelqu'un pour les cultiver? Est-ce qu'il y a besoin de fertilisants, etc. Tous les coûts qui y sont associés pour avoir cette profitabilité sur les 2 ans. Et puis après, essayer de nuancer le propos en montrant que, je sais pas, il peut y avoir des risques d'intempéries sur les 2 prochaines années, de sécheresse, etc. Et que l'investisseur sera pas forcément complètement euh, libre de faire ce qu'il veut et qu'il y aura quelques risques. Ouais, très bien. Est-ce que certains pensent à d'autres dimensions qui n'ont pas été formulées par Mathieu, en sachant que, donc, si je comprends bien et si je résume, il y a une partie donc profitabilité, à la fois l'étude des revenus qu'on va pouvoir avoir à travers la culture de ces différentes de cette terre et avec la culture d'arbres, de buissons, de fruits et de fleurs, et mettre en regard avec l'analyse des coûts. Et ensuite, la partie plus risque, donc liée par exemple à des risques climatiques, etc., à prendre en considération. Exactement. OK. Est-ce que quelqu'un peut compléter, ajouter des éléments s'il pense à des éléments, à d'autres éléments? Oui. J'ai quelques éléments sur le revenu espéré, coût potentiel et analyser si les plantes que l'on veut cultiver sont compatibles à la terre. Ouais, ok. Donc il y a une analyse un peu plus qualitative sur la faisabilité vraiment de la culture dans ce pays, de ces types d'arbres. Et donc ça, c'est une des analyses qu'on va faire. Donc est-ce que les terres, elles sont fertiles pour ces cultures-là? Oui, clairement. On a d'autres réponses ou Et pas? c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ok, bah passons Euh, à ça. Pardon. une toute dernière, analyser le marché éventuel, taille marché local ou étranger. Ensuite, analyser la profitabilité, revenus et coûts. Ensuite, la capacité financière, savoir et savoir-faire. Et enfin, les risques. Ouais, bah, c'est exactement ce qui manquait, c'était le marché. Mais c'est ça. Donc, c'est le marché. Donc, aussi voir la taille du marché et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est encore non couvert. Ça, c'est aussi important parce que quand la profitabilité va aussi émaner de cette question-là. Donc, oui, très bien. Je pense qu'on s'est vraiment tout dit. Donc, allons-y. Donc, la partie 1, nous, on a commencé par la faisabilité parce que si les terres ne sont pas fertiles, on s'arrête tout de suite. On n'a pas besoin d'acheter s'il veut absolument cultiver des arbres, des fleurs, des fruits exotiques et que c'est pas possible, on s'arrête là. Donc, on a commencé par cette partie-là. On a ensuite analysé donc le marché et notamment la partie qui n'est pas encore couverte. Donc, parce qu'on se dit que bon, il y a forcément des concurrents qui sont déjà implantés, mais comprendre quelle est la dimension de ces concurrents-là. Et ensuite, sur chacun des types, sur chacune des types de cultures, comprendre ce qu'il reste à couvrir. Ça va permettre de donner une espèce de manque et de besoin en fait de la demande, d'analyse de la demande. Ensuite, la partie plus financière, une fois qu'on s'est dit tout ça, bah, quelle est la profitabilité? Donc, combien de produits on va pouvoir cultiver, on va pouvoir vendre sur le marché et quels sont les coûts inhérents à ça, à la fois des coûts variables et des coûts fixes. Et enfin, les risques climatiques et autres types de risques qui pourraient nuire à la culture des terres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une synthèse et une structure qui est exhaustive et qui est, vous le voyez, complètement mutuellement exclusive. Donc il n'y a pas vraiment d'overlap et vous pouvez prendre chacun des blocs indépendamment en sachant que l'un va permettre de répondre à l'autre, etc. Enfin, permettre de répondre oui et non, en tout cas, va permettre de continuer ou pas le cas en se disant si c'est une bonne idée ou pas, parce que ce n'est pas uniquement financier, mais le financier dépend d'autres facteurs qui sont qualitatifs et qui ne sont pas à analyser par des chiffres. Et donc, c'est l'objet de la première partie, le premier bloc, le bloc de la faisabilité des cultures. Et on a regardé différents éléments. Et là, c'est à vous aussi, lors d'un cas, d'avoir des idées. Donc, est-ce que la terre, elle est fertile, par exemple, pour les cultures qu'on a précisées, hein. L'envie de l'investisseur, c'est de faire les 4 cultures dont on a parlé. Est-ce que la terre, elle est fertile pour ça? Est-ce qu'elle est irrigable aussi? Expertise de l'agriculteur. Donc là, il va embaucher un agriculteur. Est-ce qu'on va supposer que... Donc là, à la limite, si vous ne le dites pas, c'est pas très grave, parce qu'on peut supposer
que l'investisseur a choisi un agriculteur expert. Et là, enfin, la disponibilité des engrais. Parfois, on a des terres fertiles, mais sur des pays où il y a très peu d'engrais disponibles. Et là, on peut se dire aussi, est-ce que c'est faisable au regard du pays dans lequel on s'implante? Donc là, vous pouvez être très proactif, proposer de ce genre de questions, ce genre d'idées-là. Et si vous n'en avez pas, vous dites juste est-ce que c'est faisable d'un point de vue terre, fertile, etc. Et quand c'est déjà une première réponse et ça permet de montrer que vous avez un business sense aussi à ce niveau-là. En l'occurrence, on vous dit que oui, la terre est fertile, la terre est irrigable et que l'agriculteur peut tout gérer. Il a été choisi, sélectionné pour pouvoir gérer les 10 hectares que l'investisseur souhaite acheter. Donc, on n'a besoin que d'un agriculteur. C'est l'hypothèse faite et on s'arrêtera à cette hypothèse-là. Concernant la partie suivante qui est la demande du marché, comment vous l'aborderiez ce deuxième bloc qui est à la fois l'offre actuelle et donc la demande, le besoin qui reste encore à combler? Si vous étiez, vous, dans un contexte de cas, quelles questions vous aimeriez poser pour approfondir votre connaissance du marché, de la demande, pour comprendre un peu ce qui est possible de faire pour l'investisseur? On a Baptiste, c'est ça, tu peux parler, je crois. Ouais. Du coup, pour essayer d'apprécier donc le niveau de marché et la taille de marché, commencer peut-être à poser des questions sur la structure et la concurrence pour avoir en fait pour ensuite pouvoir essayer bah, d'estimer si le marché il est hautement concurrentiel ou non, et ensuite dans un deuxième temps faire plutôt un market sizing sur la base d'informations peut-être apportées par l'intervieweur. Alors, ok. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme élément concrètement, si tu réfléchissais à des éléments pour estimer la taille du marché et en tout cas la taille de la demande? Parce qu'en effet, il y a deux éléments. Il y a le marché global, ce qui est couvert aujourd'hui par les concurrents déjà sur place, et ce qui est un besoin non couvert. Oui, ah oui, en fait, dans ce que j'ai apporté aussi, il n'y avait pas de précision sur la demande, mais c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui drive la demande et d'estimer le nombre de consommateurs sur la base de la population en Jamaïque. Euh, Ok. et ouais, Ouais, c'est comme ça que. Oui, c'est une façon de l'aborder. On peut l'aborder comme ça. On va pas faire de market sizing. On va vous donner les données. On va vous donner les données, si je peux le dire D'accord. ainsi. Mais oui, on pourrait faire dans l'autre façon de raisonner, qui serait de repartir de la population, ensuite de considérer qui va acheter ce genre de produit, etc. On peut quasiment complètement le faire comme ça. Nous, on est davantage sur un cas profitabilité et on va davantage sizer cette partie-là de profitabilité pour le client. Et là, on va vous donner les chiffres pour la partie plutôt de demande. D'accord. Ok. Mais tout à fait, hein, c'est tout à fait une option de le faire en market sizing classique. On avait d'autres propositions, non, sur le chat? Pour le chat, estimer la taille de marché par rapport aux cultures qu'on souhaite produire et voir ce qui est produit chez les concurrents. Ensuite, voir les cultures où on a le moins de concurrence. Ouais, ok. Du coup, on va rejoindre un peu toutes ces idées. En effet, il faut l'aborder donc par culture, donc par produit, arbres, buissons, fruits, fleurs exotiques. Et on va vous donner la taille du marché complète par produit. Et en effet, la question derrière, c'est de se dire, la concurrence, elle est de quel ordre pour chacun des produits et qu'est-ce qui me reste? Donc, et comme ça, on verra les produits qui sont les plus concurrentiels et là où il y a le plus de marge à faire. En tout cas, de marge de manœuvre d'un point de vue juste chiffre d'affaires, hein, volume. On ne parle pas de profit là. Donc, si on l'aborde par produit, on sait qu'il y a donc 5 000 arbres par an, une demande en tout cas en Jamaïque de 5 000 arbres par an, et que la 40% de la demande n'est pas couverte. Donc, ça veut dire que les concurrents couvrent déjà 60% de la demande et qu'a priori, les consommateurs qui vont déjà chez les concurrents ne vont pas changer et qu'il reste en fait les 40% pour potentiellement notre investisseur s'il se met sur ce marché. 1000 buissons par an,
80% de la demande qui n'est pas couverte, 1000 fruits, 15% de la demande non couverte et 2500 fleurs exotiques, 10% de la demande non couverte. Donc en disant ça, vraiment, on prend l'hypothèse que ce qui est couvert ne changera pas. Le consommateur ne se dira pas, ne va pas switcher vers notre investisseur demain. Donc c'est vraiment l'hypothèse qu'on prend pour simplifier, mais aussi parce qu'on va voir que c'est déjà amplement suffisant par rapport aux 10 hectares qu'il a. Donc une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi le calcul assez simple que vous voulez faire juste pour avoir les chiffres finaux? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de vous hein, lors d'un cas, c'est de proposer ce calcul directement. Quand on vous donne ces chiffres-là comme ça, bruts, il y a un calcul assez évident que vous pouvez faire. Et l'intervieweur voudra les résultats de ce calcul parce que ça va permettre ensuite d'avancer plus facilement. On n'a pas de proposition? Pour l'instant. Alors, on va les faire, mais du coup, c'est l'absorption en fait combien le marché peut absorber en plus de ce qu'il absorbe déjà aujourd'hui. Et en fait, c'est juste la demande non couverte, donc 40% fois le type de produit, fois le volume du produit en question, donc là 5000, et on fait la même chose pour chaque produit. Donc, on arrive à 2000 arbres, 800 buissons, 150 fruits et 250 fleurs exotiques. Ça permet juste de dire quelle est la demande non couverte aujourd'hui et que l'investisseur pourrait aller chercher à travers sa terre. Donc ça, c'est un peu le maximum que l'investisseur pourrait aller chercher, en prenant encore une fois l'hypothèse que les consommateurs ne switchent pas et qu'on ne fait pas un travail de marketing, etc., pour aller acquérir des consommateurs qui achètent déjà chez un concurrent. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un veut proposer pour la suite sur la partie profitabilité de même quelles questions il aimerait poser en cas pour avancer sur cette partie-là, en prenant vraiment en compte tout ce qu'on s'est dit déjà avant et qu'est-ce qui manque pour pouvoir vraiment répondre au cas de profitabilité là. J'ai une proposition, on va faire l'hypothèse nous-mêmes ou c'est l'intervieweur qui le fait. Euh, je ne sais pas c'est par rapport à quelle partie. Ah, je pense que c'est par rapport à la demande non couverte, j'imagine. Euh, non, non, Oui. non, vous ne faites pas l'hypothèse vous-même, hein. Attendez, je vais juste redire la question pour être sûr que je comprends. Ouais. Si la question, c'est les hypothèses par rapport à la répartition du volume par produit et de la demande non couverte, les pourcentages, non, là, vous ne pouvez pas faire d'hypothèse. Vous ne pouvez pas dire, ça, c'est pas possible là, de faire des hypothèses. Là, soit vous demandez, voilà ce que j'aimerais avoir comme données, soit comme l'a proposé l'un d'entre vous, vous proposez même un market sizing en disant, bah, moi, je partirai par la population, les personnes qui achètent, en fonction de la typologie des personnes, par type de produit, etc. Et là, l'intervieweur vous dira, oui, c'est une façon de faire, mais on ne fera pas comme ça, et je vous donne les données. Et ensuite, c'est à vous, par contre, de faire juste le petit calcul à la fin pour arriver à 2000 arbres, 800 buissons, etc. Mais sinon, non, les hypothèses arbres, buissons, fruits, fleurs, ça va pas. C'est pas possible de faire ce genre d'hypothèse parce que là, vous n'aurez même pas une base pour faire ces hypothèses-là. Et par rapport au fait que les clients ne changeront pas de concurrence, c'est aussi une hypothèse donnée par l'intervieweur. Oui, bah, Et alors par- oui, tout à fait. Et vous allez le savoir. En fait, oui, tout à fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on va vous dire la demande non couverte est de temps. Mais quand on vous dit ça, en fait, de fait, ça veut dire que il y a une demande couverte, mais qui ne peut pas changer. Il y a une sorte de statu quo qui ne changera pas. Donc, c'est une hypothèse qui est ouverte. Donc, peut-être que l'intervieweur ne vous le dira pas. Vous dira juste bah, 40% des demandes non couvertes, c'est tant, et vous faites les calculs et on n'en parle plus. Mais vous-même, vous pouvez le dire dans ces cas-là, bah, j'imagine qu'on suppose que la demande couverte ne switchera pas. Si l'intervieweur ne vous le dit pas. Mais ça, c'est le juste logique par rapport à la façon dont on vous pose, nous, les données pour cette partie-là. je donne la parole à Baptiste. Je pense qu'il veut proposer. Ouais, enfin dans la structure de la profitabilité, donc il faut raisonner sur les revenus et les coûts. Et donc sur les revenus, c'est de savoir pour chaque typologie de produit combien on pourra en mettre, enfin
ça demande combien d'hectares par produit. Et ensuite, il faut savoir quels vont être les revenus, et donc comprendre le prix par espèce. Et ensuite, dans le deuxième volet de la profitabilité, ça sera les coûts. Donc, il y aura des coûts de matières premières, engrais et j'imagine quantité d'eau par espèce. Et ensuite, tout ce qui va être masse salariale avec l'agriculteur. Et il va falloir peut-être d'autres coûts variables, enfin, et coûts fixes qui sont liés à l'utilisation de machines. Voilà ce que je vois à peu près. Ouais, très bien. En effet, il y a des coûts variables qui sont vraiment liés aux cultures, donc typiquement les engrais, etc. Et en effet, les coûts fixes qu'on va réallouer différemment. C'est tout à fait ça. Il y a juste un élément que j'aimerais clarifier, c'est sur la partie hectare. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est le nombre de cultures par hectare. Donc, si on prend un hectare donné, combien on peut cultiver de chacun des types de produits? Ouais, voilà. Yes, c'était mal formulé, mais c'était ce que je voulais dire. Ok, Ouais. ok. Bah, du coup, c'est ça, ouais. Et en effet, donc le prix, Euh, et je pense que certains l'ont soulevé aussi dans le chat. Et en effet, derrière les coûts pour avoir les profits. Donc, tout à fait. Sur la partie profitabilité, on fera les calculs juste après. C'est exactement ce genre de. C'est la structure qu'on attend. Et nous, on va vous donner déjà la réponse. C'est la question donc, que tu as posée. Mais du coup, la réponse qu'on a, c'est que pour un hectare, on peut dire qu'on peut cultiver 10 arbres, 25 buissons, 75 fruits ou 50 fleurs exotiques. Donc là, vous avez le rendement d'un hectare par type de produit. Enfin, avant de passer à la partie vraiment profitabilité, on va juste analyser les risques. Peut-être que ça, on va vous les dire parce on les a déjà écrits, donc on va peut-être avancer sur ce sujet-là. Mais donc juste pour répondre à cette question de risque avant d'entamer la partie profitabilité, on a évalué deux types de risques, les risques climatiques et les risques liés à la terre. Euh, et donc, on va s'arrêter juste là sur les risques parce que donc ça nécessiterait une analyse plus approfondie et surtout, on va supposer que on peut quand même y aller, que les risques sont évidemment existants, mais que, par exemple, liés à la terre, il y a des moyens de les contourner et les risques climatiques, eh bien, on acceptera la présence de ce risque-là en fonction du profit, évidemment, qu'on va pouvoir générer ou non sur cette terre. Donc, passons à la question de profitabilité telle qu'on se l'est posée. Donc, il y a une des questions, je crois, qui était le prix. Donc, on va déjà démarrer par ça en vous donnant le revenu de chacun des produits. Donc, on suppose que le revenu de l'arbre est de 50 dollars. Pour le buisson, c'est 35 dollars. Pour le fruit, c'est 15 dollars. Et pour la fleur exotique, c'est 25 dollars. De même, donc tu l'as déjà évoqué, je crois que c'était Baptiste, mais les types de coûts, et c'est en effet la deuxième partie, c'est de se dire, voilà, quels sont les types de coûts fixes et variables qui vont être liés à l'activité. Et donc, en effet, tu as mentionné le salaire pour les coûts fixes, l'entretien de la terre aussi, donc c'est lié au salaire, mais il y aura plein d'autres types de coûts d'entretien. On va de... En fait, c'est un peu une sorte d'investissement sur une année pour pouvoir entretenir la terre, la cultiver, la récolter. Et ensuite, les coûts de vraiment variables, donc qui sont vraiment liés à chaque culture et qu'on va pouvoir réallouer à chaque type de culture, chaque type de produit. Et là, ça va être surtout des engrais. Donc nous, ce qu'on va vous dire, là, c'est la structure. Donc, vous proposez le type de structure, vous donnez aussi vos réponses. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait, hein, ça a déjà été proposé. Ensuite, l'intervieweur va vous donner aussi les montants de ces coûts. Les coûts fixes donc, sont supposés être de 500 dollars pour la première année et de 350 dollars pour la deuxième année. Et tous les coûts variables, voilà comment ils sont décomposés par type de produit. Pour l'arbre, c'est 30 dollars, le buisson, c'est 25 dollars, le fruit, c'est 11 dollars et la fleur exotique, c'est 17 dollars. Est-ce que, une fois qu'on s'est dit tout ça, vous avez beaucoup de données et il y a plein de choses à faire à partir de là pour faire un peu les calculs nécessaires, pour se dire comment je structure la chose pour avoir une réponse concrète. Est-ce que quelqu'un peut proposer une idée pour avancer sur la base de tous ces chiffres et la façon dont il les utiliserait pour arriver à un calcul de profitabilité?
Hmm. J'ai une question sur le chat. Comment distribuer les cultures sur la Terre pour maximiser le profit? Bah, c'est toute la question. Donc, c'est une très bonne question, mais c'est tout l'objet de la suite des calculs. Puisque, en effet, on a 10 hectares. Et la question, c'est comment on va allouer les différents produits aux différents hectares pour maximiser les profits. C'est toute la question. Du coup, sur le chat, on propose de déjà démarrer par calculer la quantité qu'on peut produire sur ces 10 hectares. Exactement. Et j'ai une main levée. Ouais. Baptiste, tu peux parler normalement. Je crois que c'est moi qui ai le micro. Ouais, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déjà s'intéresser par type de produit. Donc, on va pouvoir faire revenu moins coût par typologie de produit. Ensuite, on va avoir donc un revenu net, un bénéfice net. Et donc, on va mesurer ce bénéfice net par hectare, par produit. Donc, en divisant le nombre de produits que l'on peut mettre par hectare selon les différents types de plantes. Et donc, à partir de ça, on va voir quel est le produit le plus rentable. Et selon la capacité qu'on a, je crois que par exemple pour les fruits, on était limité à 2 hectares dans mes souvenirs. Et donc, on va répartir en fait en fonction de ce qui nous rapporte le plus. Et à la fin, on va déduire nos coûts fixes et on va déterminer si on arrive effectivement à faire la marge nécessaire à la réussite du projet, quoi. C'est-à-dire $750 par an. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, je pense qu'on peut y aller du coup, puisque tout a été dit. Et très bon point d'avoir abordé dès maintenant le fait qu'en fait, on est déjà limité sur les fruits, par exemple, à 2 hectares. Ça, c'est un point hyper intéressant à mentionner. Et c'est excellent de l'avoir tout de suite dit parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça juste parce que la demande non couverte, elle nous permet que de ne faire que 2 hectares. Et d'ailleurs, c'est un peu le même point sur les fleurs. On est un petit peu plus, je crois on a 5 hectares sur les fleurs. Mais de même, on est capé. On pourrait pas faire 10 hectares que de fleurs, par exemple. Tout ça parce que la demande non couverte ne nous le permet pas. Donc, faisons les calculs. On a fait un petit tableau et c'est ce qu'on attendra de vous. Donc, c'est bien d'avoir fait la structure, mais on attendra vraiment de vous de faire le tableau qui permettra en fait de facilement répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo quand vous êtes face à un intervieweur et vraiment noter toutes les données et les classifier comme on a fait sur le tableau, c'est le plus simple, en ligne les produits et ensuite toutes les informations que vous avez en colonne. Ça va vous simplifier la vie parce qu'il y a quand même pas mal de données. Et donc là, c'est ce que tu as évoqué du coup, Baptiste. Donc les revenus moins les coûts variables. Commençons par les coûts variables uniquement parce que c'est possible de les allouer à un type de produit, ce qui nous donne en fait le profit par produit. En réalité, ce chiffre, ça s'appelle la contribution marginale. C'est quand vous retirez les coûts variables aux revenus. Et en fait, ça, c'est pertinent parce que vous allez avoir un profit qui est un peu la marge sur coût direct. C'est la marge, c'est la contribution marginale. C'est la marge vraiment une fois qu'on a retiré uniquement les coûts variables. Il reste encore les coûts fixes à retirer par la suite. Donc ça, vous avez le profit par type de produit. Donc on sait que les arbres, c'est $20, les buissons, c'est $10, les fruits, c'est $4 et les fleurs, c'est $8. Ensuite, il faut mettre ça au regard des hectares. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un profit de $4 que ça veut dire que c'est moins bien que $20. Ça vraiment, il faut raisonner ensuite par hectare, parce que ça dépend aussi du rendement, le nombre de produits qu'on peut mettre sur un hectare et donc par combien on peut multiplier ce profit. Donc, un des éléments, c'est la demande non couverte sur le marché. Donc, ça a déjà été mentionné par Baptiste, c'est tout à fait ça qu'il fallait faire. C'est de se dire quelle est ma capacité maximale d'hectares de culture pour couvrir la demande par type de produit. Et on arrive en fait avec la demande qu'on vous a fournie tout à l'heure, qui n'est pas couverte par produit que vous voyez en colonne 5, et la capacité de culture par hectare qui vous a aussi été fournie, on arrive à avoir ce nombre maximal. Et on voit que les bottlenecks sont les fruits, donc 2 hectares au max, et les fleurs, 5 hectares. Les arbres et les buissons, 200 hectares et 32 hectares, on pourrait en fait ne faire que ça de notre terre, si on voulait. Si on considérait qu'en fait, le profit par hectare était le plus intéressant pour le produit arbre ou pour les buissons, eh bien, on n'irait que sur ça, ce qu'on ne peut pas faire pour les fruits et les fleurs. Donc ça, c'est très intéressant de le flaguer. Et une fois qu'on a flagué ça, on peut passer à la dernière partie du calcul, qui est de mettre en regard donc, le profit et cette capacité maximale.
Et du coup, là, ce qu'on a, c'est donc on vous a remis le profit, donc 20, 10, 4 et 8. On vous a remis la capacité de culture par hectare. Et donc, on vous a mis le profit par hectare pour chacun des types de produits. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir que c'est pas parce qu'on a le meilleur profit par produit qu'on a le meilleur profit par hectare. Ça dépend vraiment du rendement par hectare, enfin du nombre de produits qu'on peut mettre sur un hectare. Et là, on voit que les fleurs sont les plus intéressantes. Elles apportent le plus de profit et c'est peut-être pour ça que la demande, elle est plus faible aussi. La demande, en tout cas, non couverte parce que c'est un produit hyper attractif. Le deuxième, ce sont les fruits. Et ensuite les buissons et enfin les arbres. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que vous proposez pour un peu finaliser? Parce que là, on arrive vraiment au bout du calcul et vous pouvez assez rapidement en fait arriver à une conclusion, en tout cas sur l'aspect financier. On n'a pas de proposition, non, sur le chat. Et c'est vraiment là, on arrive en fait à la question, une des questions, c'est comment on distribue la demande, comment on répartit la demande sur les 10 hectares. Bah, là, on y est. On est en train de faire la répartition des J'ai produits une sur les hectares. question qui consiste à faire une modélisation en maximisant la production de fleurs, fruits, buissons et arbres dans cet ordre. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Puisqu'on a les chiffres. On peut dire concrètement combien d'hectares de fleurs, combien d'hectares de fruits, combien d'hectares de buissons, combien d'hectares d'arbres. Sur la base juste de manière très rationnelle et liée à la profitabilité qu'on vient de calculer. Et liée aussi au bottleneck, hein, aux capacités maximales. Donc c'est très bien de dire ça, c'est exactement ce qu'on doit faire. Mais c'est important aussi pendant le cas de dire, bah, ça représente tant. Parce qu'on veut les chiffres, on veut savoir que vous calculez, que vous réallouez, on a le résultat final, parce que c'est ce qui importe à l'investisseur, in fine. Euh, on calcule le profit et compare aux 3 000 € du début. Et du coup, il faut faire les calculs si j'ai bien compris. Alors oui, il y Sur aura ce le calcul stade-là. final, en effet, tout à fait. Il y aura un calcul final de profit global final en sommant tout. Mais juste là, si on parle que de la répartition, je mets combien de fleurs, combien d'hectares de fleurs, combien d'hectares de fruits, combien d'hectares de buissons, combien d'hectares d'arbres. Avant de sommer tous les profits, il faut juste qu'on ait le nombre d'hectares alloués à chaque type de produit. Ouais. Euh, Euh, du coup, je suis désolé, c'est un tout petit peu bruyant autour de moi, mais en fait, on sait que le nombre d'hectares enfin de fleurs par hectare, de ce que j'avais noté, c'était 50. Donc en fait, et que la demande sur le marché est 250. Donc on va mettre 250 fleurs. Et puisqu'on mobilise 5 hectares en fait avec on mobilise, ouais, donc du coup, c'est 5 hectares qu'on mobilise. Ensuite, on aura 5 autres hectares à allouer. Donc, on va utiliser, on va mettre les fruits, ouais, 2 hectares pour les fruits. Et ensuite, il nous restera 3 hectares à mettre sur les buissons pour essayer de maximiser le profit. Et du coup, c'est comme ça qu'on va déterminer la répartition par produit, par type de Ouais, culture. c'est ça. Exactement. Donc, exactement. La répartition, on l'a fait comme ça d'abord. Donc, on se dit, faisons cette répartition-là. Donc, c'est ce que tu as dit là. On se dit 5 hectares, 3 hectares et 2 hectares. Donc, 5 hectares de fleurs, c'est le max qu'on peut faire. 2 hectares de fruits, c'est le max qu'on peut faire par rapport à la capacité. Et le reste, c'est les buissons, 3 hectares. Donc, ça, c'est ça. Et ce que ça représente en termes de profit total, et c'est ce que tu as mentionné, je crois déjà, donc dans le tableau à droite qui s'est aussi mis, c'est du coup, qu'est-ce que ça représente en termes financiers? 5 hectares de fleurs, en sachant qu'un hectare, c'est 400 $, 5 hectares, c'est 2000 $. 2 hectares de fruits, c'est 600 $, et 3 hectares de buissons, ça serait 750 $. On a un peu réparti différemment en gardant donc toujours 5 hectares de fleurs, 2 hectares de fruits, mais on a quand même ajouté 1 hectare d'arbres en réduisant 1 hectare de buissons parce qu'on a pris l'hypothèse d'ajouter un arbre parce qu'on a pris l'hypothèse qu'il y a des avantages en fait potentiels à planter des arbres, notamment en termes de subventions, d'incitation fiscale et écologique. Donc on se dit qu'on va en planter 1 hectare. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la répartition, elle est un petit peu différente.
Et ça, c'est pas à vous de le dire hein, clairement lors d'un cas. La façon de faire, c'est vraiment de faire comme ça a été proposé là par Baptiste, c'est de dire bah, rationnellement, voilà comment j'aurais fait. Et vous vous arrêtez là, hein, clairement, et vous faites vos calculs. Et ensuite, la question, là, c'est plus l'intervieweur qui va vous challenger en vous disant, est-ce que vous voyez des avantages ou pas à cultiver des arbres? Et là, si vous avez cet esprit-là, avec ces réponses-là, on va vous proposer de mettre un hectare d'arbres. Et auquel cas, vous réajustez vos calculs pour ajouter, prendre en compte ce nouvel élément. J'ai une main levée de Baptiste encore. Et j'ai juste une question par rapport à la structure que tu viens de proposer, Ferial. Est-ce qu'on peut partir au-delà des subventions, dire qu'il y a une diversification du risque si on adresse les quatre cultures? Est-ce que ça pourrait rentrer en plus des subventions? Oui, ça peut entrer. C'est en effet un Ok, élément qualitatif qui peut entrer. ok, ça C'est marche. moins critique parce que on avait pris l'hypothèse dans le marché qu'il y avait une demande non couverte et qu'il n'y avait pas de concurrents en gros qui allaient venir sur cette demande-là, que les autres n'allaient pas changer, qu'il n'y allait pas de switch. Donc c'est un marché assez stable. Donc on peut se dire que quand bien même on ne se diversifie pas, on arrivera à écouler toute la marchandise, etc. Mais ça reste, et en effet, vu qu'on vous a un peu, on vous challengerait en vous posant cette question pour un peu ouvrir, think out of the box en gros et avoir d'autres hypothèses, c'est clairement une bonne réponse aussi que de parler de diversification de son portefeuille complet. Donc oui, ça, c'est une réponse qui est tout à fait correcte. Super, merci. Et j'ai une question sur le Ouais. chat. Est-ce qu'on doit considérer une réponse concurrentielle si un concurrent produit lui aussi des fleurs et on aura une sorte de gaspillage chez nous si on ne vend pas toutes les fleurs? Oui, ça c'est un risque. D'ailleurs, on n'a pas forcément évoqué les risques de réponse concurrentielle parce que vraiment, ici, on a pris l'hypothèse de simplifier la partie vraiment marché et le fait que les concurrents sont installés, ne produisent un certain nombre et ne vont pas étendre leur terre de main et que la demande non couverte, c'est vraiment une demande, c'est vraiment le white space qui est disponible pour notre investisseur. Mais en effet, hein, dans la réalité, il y a toujours potentiellement des réponses concurrentielles, d'autant plus que là, sur les fleurs, c'est vraiment le produit avec la plus forte profitabilité, avec le rendement le plus intéressant par hectare. Donc, c'est toujours intéressant et c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective-là. Donc, c'est une bonne initiative que de le mettre en avant et de le mentionner. Et c'est un peu comme ma réponse à la question de la diversification. Ça montre le business sense, ça montre que voilà, vous êtes conscient des challenges et que si vous mettez à la place en fait de l'investisseur, bah, peut-être que concrètement, avant d'y aller, vous vous dites bah, peut-être que je vais mettre un hectare d'arbres pour mitiger ce risque ou bien de réponse concurrentielle, ou bien de non-diversification de mon portefeuille, et donc d'un problème climatique sur les fleurs, ou un problème lié à la terre, en fait. On parlait des insectes, etc., sur les fleurs, si je mets trop dans le même panier. Donc, clairement, je pense que c'est très bien de mentionner ce genre d'éléments très qualitatifs en plus. Donc voilà, donc en fait, pour répondre à la question maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour atteindre l'objectif initial qu'on s'est posé? C'est quoi le calcul tout final pour arriver à la réponse avec ce qu'on s'est dit là et les chiffres que vous avez là et les hypothèses que vous avez ici? On n'a pas de proposition? Pas de proposition pour l'instant. Bah, du coup, on va faire le calcul. C'est un calcul assez simple. Là, il suffit juste de sommer les profits par produit et de déduire les seuls coûts qu'on n'a pas encore déduits, qui sont les coûts fixes. Parce que là, le profit, c'est un profit contribution marginale, donc qui déduit les coûts variables, duquel on doit retirer l'ensemble des coûts fixes. Et il ne faut pas oublier que donc, on se souvient de l'objectif, c'est de faire un profit de 4 500 euros sur les 2 premières années. Donc, il y a 2 années à prendre en considération. Et on va supposer qu'il n'a pas changé sa stratégie, l'investisseur, sur les 2 années. Donc, il cultive autant de chacun, donc la même répartition des produits, et avec le même profit par hectare, la même contribution marginale. Les revenus et les coûts variables n'ont pas changé. Donc, dans ce cas, en réalité, donc, on a un profit, si vous sommez, donc 2600 plus 500 plus 200, on arrive à 3 300 euros de profit avant coût fixe par an.
On va retirer 500 euros pardon, de coût fixe la première année et on va retirer 350 euros de coût fixe la deuxième année. Donc, on a un profit total de 5 750 euros sur les 2 années. 2 800 euros la première année, 2 950 euros la deuxième année. Et donc, si l'investissement initial était de 3 000 euros, son objectif était de 4 500 euros, donc on est au-dessus de son objectif. Et par rapport à son investissement initial, on est à quasiment 200% de son investissement. Et donc, la conclusion finale, est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Ah bah, quelqu'un, elle a proposé. Donc oui, c'est tout à fait, je vois le chat, que quelqu'un venait de faire le calcul. Donc c'est ça, c'est ça. Donc 5 750 euros de profit, supérieur aux 4 500 euros attendus. Une conclusion? Conclusion, c'est vraiment, on répond à la question initiale qui est est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non, et on dit pourquoi. Et ensuite, on essaie de mettre en perspective quand même les risques, parce qu'il y a des risques hein, dont on a parlé, qui sont toujours présents et dont qu'il faudrait évoquer dans la conclusion. Et enfin, on peut parler des prochaines étapes, qu'est-ce qu'on veut creuser, si on veut creuser quelque chose de plus qu'on n'a pas encore eu le temps de creuser pour cette première réponse. Voilà, donc c'est un peu comment on restituerait la chose à l'investisseur. Toujours pas de proposition de mon côté. Ouais, personne ne veut. À l'oral, c'est plus intéressant. À l'oral, personne ne veut proposer. On s'est déjà tout dit, c'est vraiment juste une façon de dérouler de manière assez concise, exhaustive et qui ouvre un peu à la fin vers des prochaines étapes ou d'autres propositions qu'on n'aurait pas évoquées ou d'autres recommandations. Bah, s'il n'y a pas de proposition, je vais le faire assez rapidement du coup. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, la recommandation, c'est de dire que oui, on peut investir d'un point de vue financier parce qu'on atteint l'objectif de 4 500 dollars et qu'on le dépasse même de 1250. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'était 5 750 au lieu de 4 500, donc de 1250. Et qu'on a en fait un retour sur investissement de quasiment 200%. Et qu'on propose de répartir de la façon suivante 5 hectares de fleurs qui génèrent le plus haut, le profit le plus intéressant par hectare, puis 2 hectares de fruits, 2 hectares de buissons et 1 hectare d'arbres, qu'il faut prendre en compte notamment des risques climatiques, météorologiques, mais aussi d'autres types de risques liés aux terres. Et donc, il y a des moyens de mitiger ce risque en faisant peut-être des analyses plus approfondies sur un peu l'historique dans la région, les prévisions potentielles, échanger avec des agriculteurs sur place qui pourraient donner un peu leur feedback sur la façon dont ça a pu évoluer par le passé, comment ils ont été soutenus aussi par les gouvernements, etc., par les subventions ou autres, et comment réagit en fait le marché dans ces contextes-là. Les risques qui sont liés à la terre, donc on les a évoqués aussi. Et de la même façon, il faut faire une due diligence un peu plus approfondie pour un peu évaluer le niveau de risque à ce niveau-là. Et enfin, la prochaine étape, ça serait vraiment, si on considère qu'au niveau risque, on peut y aller, bah, ça serait vraiment de planifier le projet de culture. Donc là, de faire une roadmap avec un rétro-planning de lancement. Voilà, le cas est terminé. Merci à tout le monde. Merci Asia. Je te laisse reprendre la main sur la partie Training You. Merci beaucoup, Fariel, pour cette étude. Alors, pour les personnes qui recherchent un stage en conseil en stratégie, et comme c'est la période des recrutements et aussi un premier CDI, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet. Nous proposons 3 différents packs qui sont totalement flexibles et complets. Vous pouvez prendre par exemple un mois et vous désabonner ensuite. Tout dépendra de votre temps de préparation et aussi de votre besoin. On propose dans ces packs-là 8 cours fondamentaux pour optimiser le dossier de votre candidature et préparer les entretiens et aussi comprendre le métier de consultant en soi. On propose aussi 172 études de cas réels qui sont tombées en entretien et qui sont corrigées par des professionnels en poste. 14 fiches sur les principaux secteurs pour améliorer votre business sense et mieux appréhender ces cas-là. Et 17 fiches sur les cabinets les plus prestigieux qui recrutent en stage ou en CDI. Et enfin, des webinaires et des podcasts exclusifs de consultants pour avoir un retour d'expérience un peu plus concret.
Voilà, bah, merci à vous tous d'avoir participé à cette séance et merci à toi, Feriel, pour cette résolution d'études de cas. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn pour avoir plus d'informations par rapport aux prochaines sessions. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au Je revoir. crois qu'on a une dernière question, Ziad. J'ai pas fait attention à ça, je vais voir. Ok, si au milieu du cas, si on a une question qualitative pour brainstorming, est-ce qu'on peut demander à chaque fois un peu de temps pour y penser comme ce qu'on fait lors de la structure ou cela donnera un peu de blanc dans le cas? Oui, non, prenez, s'il faut prendre 30 secondes pour réfléchir et prendre une feuille et un stylo, dites-le à l'oral, hein. Dites ce que vous faites. Je vais prendre juste 30 secondes pour y réfléchir. Il ne faut pas le faire trop souvent non plus, mais c'est possible. Enfin, c'est mieux de le faire et de dire ce que vous faites plutôt que de se précipiter et de répondre, mais à côté. Donc, clairement, si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps, si c'est une question un peu numérique, de brainstorming, où il y a plein d'éléments que vous aimeriez juste synthétiser, faites-le, mais dites-le à l'oral que vous le faites et à ne pas trop en abuser, hein. Donc, faites-le quelques fois si vous en avez besoin, mais essayez de le faire le moins possible quand même. En synthèse, c'est normal de le faire au démarrage. Ensuite, lors d'un cas, généralement, l'idée, c'est c'est une interaction, c'est dynamique, donc c'est de travailler ensemble. Mais clairement, si vous avez besoin de le faire, faites-le et juste dites-le. Voilà.